Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année. Alors nous sommes tous ou presque autour de la table. Damien. Bonjour à toutes et tous. Marie-Cécile. Bonjour tout le monde. Julien. Bonjour! Louise. Bonjour. Clément. Hello! Et moi-même. Eh bien, nous espérons que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et que vous voilà comme nous assortis de votre lot de bonnes résolutions pour l'année. En tout cas, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette année, qu'elle porte avec elle bonheur, prospérité et surtout santé. D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, et pour célébrer ensemble cette nouvelle année, allez, autorisons-nous à rêver d'un monde meilleur. Pour cela, je vais vous inviter à fermer les yeux. Sauf évidemment si vous êtes en voiture. Hein. Allez, ceux qui sont en voiture, ne fermez pas les yeux. On peut attendre un petit peu, quelques secondes, que vous vous mettiez sur le bas-côté. Allez, voilà. Et on va se laisser aller à rêver un petit peu. Imaginez un monde plus vert, plus sain, dans lequel les espèces animales et végétales s'épanouissent en harmonie. Un monde sans pollution, dans lequel il est simple de respirer et dans lequel tout est fait pour préserver notre bien-être et notre santé. Prenez une grande inspiration. Expirez. À nouveau, prenez une grande inspiration. Expirez. Vous le ressentez comme moi, n'est-ce pas? Ce monde idéal. Vous pouvez ouvrir les yeux. Bienvenue en 2025. Allez, on passe au sujet du jour, puisque nous venons ensemble de sauver notre monde. Eh bien, intéressons-nous maintenant à ceux que nous ne connaissons pas encore, ou bien pas très bien. Alors, si je vous dis Trappiste 1, Titan, ou même Mars, vous me répondez système exoplanétaire, lune de Saturne et 4e planète du système solaire. Vous êtes exceptionnels. Alors peut-être également certains auront-ils pensé y a-t-il de l'eau de là-haut? Eh bien, vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui d'astronomie et d'exploration spatiale. Et pour nous guider, nous avons la chance de recevoir Christian Mustin, ingénieur et expert thématique au CNES, c'est-à-dire le Centre national d'études spatiales, qui accompagne scientifiquement les contributions françaises aux missions spatiales internationales dans les domaines de l'exobiologie, des exoplanètes et de la protection planétaire. Bienvenue, Monsieur Mustin. Merci, bienvenue. Bonjour. Alors, la parenthèse scientifique, exploration spatiale à la recherche de la vie, c'est parti. Et on démarre par le coup de cœur de Julien. Coup de cœur? Coup de gueule? Oui, alors effectivement, aujourd'hui, moi je vais vous faire part d'un coup de cœur que j'ai eu pour une opération entre la Thaïlande et Madagascar et qui va faire du bien à la biodiversité malgache. Donc la Thaïlande, une plaque tournante assez importante du trafic d'animaux sauvages, avait en mai dernier démantelé un trafic d'espèces en danger. Donc on avait des lémurs kata, lémurs bruns, des tortues araignées, des tortues radiées. Environ 1 millier d'animaux de ces 4 espèces endémiques à Madagascar est considéré comme menacé d'après la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction, ont ainsi été sauvés. Alors première chose notoire, c'est que c'est la première fois que des animaux sauvages sont rapatriés avant la conclusion de la procédure judiciaire, ce qui peut des fois être assez long. Et en plus, à leur retour, donc les animaux seront pris en charge par des soigneurs expérimentés, soignés, placés en quarantaine pour éviter toute contamination. Ils seront également accompagnés dans leur retour à la nature. Alors oui, tout ça, ça ne règle pas le problème des trafics illégaux, mais c'est une belle preuve de l'engagement de l'État thaïlandais à combattre ce fléau qui décime la biodiversité mondiale. Donc merci pour tous ces animaux qui seront sauvés assez rapidement. Vous reprendrez bien un peu de science? Merci Julien. De retour avec Christian Mustin.
Nous parlons aujourd'hui d'exploration spatiale. Quand on vous parle d'exploration spatiale, à quoi ça vous fait penser? La fusée, l'exploration des planètes. Thomas Pesquet. À l'infini, à l'inconnu. Aller dans l'univers et explorer l'univers. Une recherche de réponses et à la fois la démesure de l'être humain. Sinon, des films d'aventure, bien sûr. Des astronautes, la marche de l'homme sur la Lune, je dirais l'exploration des autres planètes avec des robots. Selon vous, pourquoi étudie-t-on l'espace et les autres planètes? Pour le savoir déjà, l'étude, pour voir s'il y a quelque chose d'autre qui est viable ailleurs, puisque malheureusement notre petite Terre se meurt. Est-ce qu'il y a d'autres planètes qui sont habitables ou habitées? Comprendre un peu mieux notre univers et comment sont composées les autres planètes. Peut-être pour savoir s'il y a de la vie ailleurs. Il y a une curiosité. Je pense que l'humain est souvent très attiré, très curieux de ce qu'il ne comprend pas, de ce qu'il ne voit pas. Pour voir s'il y a une vie sur d'autres planètes. Pour connaître d'où vient notre univers, ça on n'en sait encore rien. Et puis certains rêvent de plus tard quitter la Terre pour aller ailleurs. Il faut peut-être mieux la préserver que de penser à la quitter. Eh bien voilà, un micro-trottoir inspiré, Louise. Oui, c'était beaucoup de réponses de toutes les personnes qu'on a pu interroger. Donc voilà, l'exploration spatiale génère beaucoup de passion. Et donc, nous avons la chance d'avoir Christian Mustin avec nous, expert au CNES. Donc, Christian, vous êtes expert en exobiologie. Alors, peut-être vous pouvez nous présenter déjà ce que c'est que le CNES et ensuite nous expliquer ce qu'est l'exobiologie. Oui, donc comme vous l'avez dit, le CNES, c'est le Centre national d'études spatiales. Alors, on a 4 principales missions au CNES, à la fois le développement des lanceurs, des moyens de télécommunication, tout ce qui concerne aussi la défense, et puis deux thèmes qui tournent un petit peu qui sont centrés sur la science et qui concernent à la fois l'observation de la Terre, donc, depuis l'espace, et la découverte de l'univers et l'exploration de l'univers. Voilà. Et du coup, là, on parle. Et donc, voilà. Donc, pour le CNES. Pour le CNES, voilà. Et pour l'exobiologie, donc en fait, c'est un domaine d'études un petit peu particulier qui concerne effectivement, dont je m'occupe particulièrement au sein du CNES. Voilà. Mais l'exobiologie, alors je reviens dessus parce que moi, je vous prie de m'excuser, mais je pensais qu'en fait, c'était l'étude de la biologie des exoplanètes, mais c'est pas ça en fait. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, il faut reprendre l'étymologie du terme. Donc, il y a exo ailleurs, enfin, à l'extérieur, et puis biologie, l'étude du vivant en grec. Donc, étymologiquement, ça veut dire l'étude de la vie ailleurs, donc dans l'univers, en dehors de notre planète, l'ailleurs étant en dehors de notre planète. Et l'exobiologie, alors le terme employé, quelquefois on trouve le terme astrobiologie aussi, qui est plus employé côté anglo-saxon. Donc c'est vraiment la recherche de la vie sous toutes ses formes. Quand je dis formes, les formes qu'elle pourrait revêtir et leur évolution potentielle dans l'univers. Donc, ça inclut à la fois l'étude des origines et l'évolution de la vie sur Terre, qui est un point important, qui est un point de départ. Comment la vie est apparue sur notre planète, ce qu'on appelle l'émergence du vivant, et comment elle a pu se développer sur notre planète, et comment on pourrait transposer ce modèle ou un modèle équivalent sur d'autres planètes. Et puis, l'évolution aussi de sont nos constituants propres en tant que matière vivante, ce qu'on appelle la matière organique, qui est un point, qui est un élément, qui est une matière importante sur Terre, et cette matière organique dans l'univers. Voilà. Oui. Oui, du coup, les chercheurs, quand ils cherchent la vie, en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent pour définir qu'il y a de la vie? Et comment est-ce qu'on définit la vie dans les recherches que vous accompagnez, en fait? Parce que la vie, c'est assez vaste comme. Ou est-ce que c'est la même définition que sur Terre, au final? Oui, alors la vie, je dirais que c'est une définition hautement philosophique, je dirais, on pourrait avoir. Alors on distingue la vie avec un grand V, qui est la vie sur Terre, pour dire la vie, puisque c'est la seule qu'on connaît actuellement, la forme de vie, seule qu'on connaisse actuellement sur Terre. Et puis les formes de vie, alors ce que pourrait être la vie, ailleurs, c'est-à-dire d'être vivant, en fait. Moi, je préfère le terme de forme vivante ou d'être vivant. C'est-à-dire que c'est cette capacité d'un système à avoir une autonomie, à se reproduire, à se développer, voire éventuellement à se déplacer. Donc cette vision autonome et puis cette individualité de la vie, c'est-à-dire
l'individu vivant est séparé de son environnement. Alors, ça peut être une cellule dans le plus simple état, mais ça peut être un organisme aussi sophistiqué que le nôtre. Ok. Et si on revient sur les concepts, donc on parlait d'exobiologie, mais une partie de vos activités spatiales concerne la recherche d'exoplanètes, qui sont, si nous avons bien compris, des planètes situées en dehors de notre système solaire. Et comment on les étudie, sachant qu'elles sont parfois à plusieurs dizaines d'années-lumière et qu'on n'a pas encore eu accès à ces exoplanètes? Oui, effectivement, vous faites bien de le préciser, c'est que la planète la plus proche, qui est connue, l'exoplanète la plus proche, c'est à 4,2 années-lumière de la Terre, ce qui fait à peu près 40 000 milliards de kilomètres. Donc C'est pas à côté. c'est très loin. Pour vous donner une idée, la distance de la planète la plus lointaine, Neptune, de la Terre, c'est 4,3 milliards de kilomètres. Et il faut déjà aujourd'hui, pour une sonde spatiale qui serait tirée de la Terre, aux alentours de 15 à 30 ans pour aller sur Neptune. Je veux dire, avec un enjeu d'aller étudier Neptune, avec l'enjeu d'étudier Neptune, et pas simplement de passer à côté. Donc, je vous laisse imaginer le temps qu'il faudrait pour se rendre sur cette exoplanète la plus proche connue. Donc, on pourrait imaginer environ entre 50 000 et 100 000 ans pour y aller avec les vitesses actuelles. Donc, on est bien obligé de les observer depuis la Terre, depuis le sol, avec des télescopes au sol, mais aussi avec ce que on développe au niveau du spatial, c'est-à-dire des télescopes qui sont dans l'espace, mis dans l'espace, de manière à s'affranchir des problèmes notamment liés pour l'observation sur Terre, et surtout quand on observe de manière assez loin, et dans certains, on va dire, domaines de longueur d'onde, on est gêné par l'atmosphère terrestre, et notamment aussi les perturbations thermiques de l'atmosphère. Donc, on préfère être dans l'espace, dans le vide, et on observe mieux. Donc, on essaye d'abord ces planètes, alors qu'ils sont très loin, d'abord de les détecter. C'est déjà un élément en soi, déjà de savoir qu'elles sont présentes. Et puis, une fois qu'on confirme, on doit confirmer leur présence, c'est-à-dire connaître ce qu'on appelle l'éphéméride, c'est-à-dire leur période de rotation autour de leur étoile, de manière à pouvoir venir les réobserver au moment opportun. Si vous ne connaissez pas le mouvement, voilà, vous ne savez pas quand les observer. Oui. Mais du coup, qu'est-ce qu'on arrive à en tirer, on va dire, des informations juste d'observation, à part la présence et du coup ce cycle? Est-ce qu'on peut détecter par exemple la présence d'eau sur une exoplanète de loin, comme ça? Oui, en fait, ce qu'on cherche d'abord à déterminer, c'est la taille, la masse, la période de rotation de cette planète. Donc, on a déjà cette densité. Et ensuite, on va tenter de détecter des signes, je dirais, de présence de molécules d'eau, par exemple, dans l'atmosphère, de molécules, si elle a une atmosphère. Toutes les planètes n'ont pas d'atmosphère, en tout cas pas aussi importante que nous, on l'a sur Terre. Et puis, et donc, détecter des molécules dans leur atmosphère, voire éventuellement avoir une image, tout du moins ce qu'on appelle un spectre, c'est pas une image, c'est au moins une donnée sur la nature du sol de cette planète, donnée par la réflexion de la lumière de l'étoile sur la surface de cette planète. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on cherche dans un premier temps, et de là, on peut déduire, moyennant des modèles, si effectivement il y a de l'atmosphère, à partir de la composition atmosphérique, la taille de la planète, la densité, si effectivement il y a une atmosphère pérenne, et si cette atmosphère éventuellement peut être compatible, je dirais, de la présence d'eau en permanence à la surface de cet astre. Et est-ce qu'on peut revenir, Monsieur Mustin, sur pour quelles raisons finalement on recherche de l'eau sur ces planètes? Alors, la raison est très simple, c'est que vous connaissez le dicton « l'eau, c'est la vie ». Je veux dire, il n'y a pas de vie sans eau, ce que disent. Voilà. Et donc, le principe est, en se basant sur ce qu'on connaît sur Terre, que l'eau est un ingrédient, est une molécule, la présence d'eau est quelque chose d'absolument nécessaire à la vie, telle qu'on l'imagine, telle qu'on la connaît sur Terre. Pour l'instant, on n'a pas découvert d'autre. Et donc, par principe, on dit qu'effectivement, la planète qui pourrait abriter des formes de vie doit au minimum avoir de l'eau de manière pérenne, ou de manière, pas forcément en abondance, en grande abondance, comme des océans, des mers, mais une certaine teneur en eau à sa surface, et qui soit pérenne dans le temps.
hein, donc qui soit pérenne. Donc ça, c'est un point important, et c'est simplement par rapport à notre vision terrestre, hein, jusqu'à preuve du contraire. Hein, voilà. D'accord. Donc on pourrait Mais imaginer. ça n'est qu'une condition nécessaire. Hein, ça n'est qu'une condition nécessaire. Il faut bien d'autres choses pour. D'accord. Donc on pourrait imaginer d'autres formes de vie qui n'auraient pas besoin d'eau ou qui auraient besoin de choses différentes. Si on restait pas sur l'analogie avec la Terre. Oui, on peut imaginer ça a été tout du moins étudié, on pourrait imaginer des formes de vie se développant pas potentiellement que dans de l'eau, hein, avec l'eau comme seul solvant, comment dire, mais avec d'autres éléments, peut-être riches en ammoniac ou des choses comme ça. Donc voilà, d'avoir d'autres formes de fait d'autres formes de vie que ce qu'on connaît sur Terre. Mais du coup, on les cherche, ces autres formes de vie, ou est-ce qu'on pourrait passer à côté parce que par analogie, on cherche des choses proches de ce qu'on connaît nous? Toujours, on est un scientifique, en règle générale, il part à peu près de ce qu'il connaît et il essaie d'étendre le concept, hein, je dirais. Donc, effectivement, pour les scientifiques qui étudient ces recherches, ces formes de vie potentielles, on part sur certains, postulats qui sont dire de l'eau et puis des formes de vie composées de carbone, hein, je veux dire. Parce qu'on sait déjà qu'avec ces deux éléments-là, plus du carbone, si vous rajoutez l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, vous avez déjà, en fait, d'un point de vue chimie, une multitude de possibilités. C'est déjà une bonne base. Que même la vie sur Terre n'a pas sélectionné, hein, en tant que telle. Donc, sur Terre, on a peut-être une forme de vie particulière liée à la présence d'eau, de carbone, d'hydrogène et d'azote. Hein, je veux dire, pour simplifier. Donc déjà autour de ça, on peut déjà avoir déjà beaucoup d'autres formes de vie potentielles. Mais si on change des éléments, on change leur abondance respective, plus d'azote, moins de carbone, etc., voire remplacer l'eau par un autre solvant, on peut imaginer tout à fait autre chose. Mais bien évidemment, comme on est devant quelque chose qui est inconnu, on peut passer à côté si on met trop d'hypothèses, bien sûr. C'est ça. C'est évident. D'accord. Et du coup, à l'heure actuelle, on en est où? Est-ce qu'on a découvert des formes de vie ou des signes qui peuvent laisser penser que la vie est présente ou va l'être quelque part dans l'univers hors de la Terre? Alors, la réponse peut être très, très difficile. Non. Pour l'instant, très simple. Non, pour l'instant, on n'a aucune preuve. On n'a absolument pas découvert de forme de vie. On n'a aucune preuve qui soit véritablement robuste, hein, c'est-à-dire que on est très modèle dépendant. Hein. Alors, à la fois modèle du vivant, tel qu'on le connaît sur Terre, avec toutes les incertitudes qu'on a aujourd'hui en termes de... Vous parliez de diversité aussi tout à l'heure dans l'introduction. Donc, c'est effectivement toute cette diversité qui est présente sur Terre, diversité biologique, des environnements aussi qu'on croyait invivables jusqu'à il y a quelques dizaines d'années. Au fond dans les profondeurs de la Terre, au fond des océans, à très grande profondeur, etc. Et donc, on peut imaginer que déjà avec un modèle terrestre, on puisse aller ailleurs. Donc, pour l'instant, on cherche toujours ces traces de vie, ces preuves un petit peu de traces de vie passées ou présentes sur d'autres planètes, dans notre système solaire, parce qu'on peut aller les visiter. Hein, donc, on peut penser à Mars. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on va avoir une signature dans une atmosphère d'exoplanète, bon, après, on n'en sait rien du tout, puisqu'on ne pourra pas aller sur place. Donc, il faudra avoir d'autres preuves, plus concrètes, pour aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Mais voilà, on est très modèle dépendant aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, même avec ce modèle, c'est non pour l'instant. Okay. Et du coup, juste, comme on cherche de l'eau, est-ce qu'on a trouvé de l'eau ailleurs ? Oui, alors ça, oui, l'eau, on en a trouvé. Hein, vous avez alors l'eau sous toutes ses formes. Hein, je veux dire, vous trouvez de l'eau liquide, c'est très important sur Terre. C'est cette phase d'eau liquide. Donc forcément, vous avez un équilibre eau-glace ou eau-vapeur. Hein, donc la vapeur d'eau, on en trouve dans les atmosphères. Alors pas forcément de planètes habitables. Hein, ça peut être des géantes. Vous avez de l'eau, de la vapeur d'eau, des planètes géantes. Donc ça, oui, on le trouve. L'eau est très présente. C'est un des éléments qui est assez répandu dans l'univers, en fait. Hein. C'est aussi pour ça qu'on le prend comme
base un petit peu de recherche. C'est-à-dire, on se dit, bon, il y a de l'eau sur Terre, mais ce n'est pas une exception. Et d'ailleurs, la Terre, dans le système solaire, est une des planètes où il n'y a pas forcément le plus d'eau. Vous avez des planètes sur lesquelles la masse, il peut y avoir 20 à 30% de la masse qui est composée d'eau, donc de la planète. Donc la Terre, c'est un tout petit pourcentage d'eau sur Terre par rapport à la masse de la planète. Donc c'est pas une planète si riche en eau, même si les images qu'on en a avec les océans, les mers, etc., nous donnent cette planète bleue. Je veux dire. Mais non, loin de là. Par contre, dans l'univers, oui, effectivement, l'eau est un élément assez abondant dans des glaces, dans les astéroïdes aussi, sur les comètes. Vous avez énormément de molécules d'eau qui sont présentes. Vous avez choisi un titre, Flying from E.T., The Extraterrestrial, de John Williams. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce choix ? Oui, alors c'est un choix un peu d'enfant, je dirais, parce que je dirais c'est une musique. D'abord, le compositeur, j'affectionne particulièrement dans beaucoup de ses œuvres. C'est aussi une musique que dès les premières notes, on reconnaît. C'est très important en musique. Il y a peu de morceaux de musique où dans les quelques premières notes, on reconnaît tout de suite où on est, dans quel univers on est. Je trouve cette musique aussi très, très gaie. C'est-à-dire, c'est la vision aussi. Souvent, beaucoup de films montrent des extraterrestres un petit peu belliqueux, méchants. Méchants, voilà, ayant une volonté de colonisation, prenant les mauvaises facettes de l'homme, je veux dire, en tant que tel. Et puis, non, là, il y a ce côté très je dirais, humain et cette relation fraternelle qui peuvent se nouer entre deux êtres vivants. Voilà. Et donc, je trouvais ça très bien parce que souvent, la vie, on pense souvent à la vie à l'extérieur et on la voit sous un aspect, même si elle était différente de nous, sous un aspect qui pourrait nous imposer un certain rejet. Voilà. Et en fait, il faut la voir peut-être que parce qu'on n'est qu'un cas particulier et comme une preuve supplémentaire de la diversité du vivant dans l'univers. Et donc, voilà, de l'accepter telle qu'elle est sans juger sur ses valeurs. Donc, je trouve qu'E.T., c'est un beau symbole de ce point de vue-là, sur la différence, sur l'acceptation de l'autre. Voilà. Donc, voilà pourquoi je l'avais choisi en dehors du thème musical. Merci beaucoup, c'est parfait. Et on y va pour Flying.
Rebonjour à tous, vous êtes toujours en direct de la parenthèse scientifique et aujourd'hui on parle d'exploration spatiale avec Christian Mustin, expert au CNES. Du coup, le CNES travaille sur l'ingénierie des rovers, entre autres. Donc, c'est les petits robots qui sont envoyés et des outils qui sont envoyés en mission sur des autres planètes pour récolter des échantillons et faire des analyses. Et vous parlez aussi souvent de protection planétaire. Mais du coup, quels sont les risques d'amener des bactéries, virus ou tardigrades sur une autre planète ou à l'inverse de ramener sur Terre d'autres formes de vie et comment on s'en prémunit? Parce que il y a quand même, j'imagine que les précautions existent et puis vu qu'il y a quand même des conditions qui sont très différentes, est-ce qu'il y a vraiment un risque que ces espèces vivantes survivent ou se développent dans un nouveau biotope complètement différent? Alors oui, c'est quelque chose qui a été la protection planétaire, quelque chose qui a été instauré assez tôt, en premier lieu par rapport à des problématiques scientifiques. C'est-à-dire que dès qu'on est allé sur Mars, notamment avec les missions Viking dans les années 70, mission américaine, on a tout de suite mis en place, parce qu'on imaginait que sur Mars, il puisse y avoir des formes, des traces de vie ou des formes de vie. On a fait des expériences d'incubation. Donc on a pris du sol martien, on l'a mis dans des petits réacteurs, puis on a regardé s'il se passait quelque chose en mettant de l'eau et quelques nutriments bien connus sur Terre, notamment du sucre ou des choses comme ça. Et donc, pour ne pas avoir de faux positifs, comme on dirait, en termes de science, c'est-à-dire pour ne pas avoir un résultat qui serait dû à des bactéries embarquées, je dirais, sur la sonde, bactéries terrestres, on a parfaitement stérilisé ces sondes à l'époque, et ça a été vraiment quelque chose qui a été très compliqué, et de fait à garantir le fait qu'on ne contamine pas l'endroit où on se pose et que les résultats que l'on obtient derrière soient robustes. Et donc en fait, ça a amené la question de la protection planétaire, et de fait, quand on visite un astre, et quand on va dans des planètes qui pourraient être sensibles parce qu'elles contiennent de l'eau, par exemple, il y a des lunes glacées autour de Jupiter ou de Saturne dans lesquelles on soupçonne qu'il y a des océans profonds. Donc ramener des formes de vie là-dessus, si on se pose à la surface de ces astres, une forme de vie terrestre, il y a de l'eau, potentiellement, de l'eau liquide. À ce moment-là, on peut avoir le développement d'une vie terrestre sur cette planète et on la contaminerait biologiquement. Donc on s'est posé très vite cette question, et donc dès qu'il y a de l'eau, c'est comme on le disait tout à l'heure, dès qu'il y a de l'eau, on peut penser qu'une forme de vie terrestre puisse survivre et s'adapter à cet environnement. Alors, ça, c'est vrai si la forme de vie terrestre n'avait besoin que d'eau pour survivre, mais en fait, on a besoin d'énergie, on a besoin de nutriments, on ne vit pas que d'eau. J'ai oublié le reste du dicton, mais on ne vit pas que d'eau. Et d'eau fraîche. Et d'amour. Et d'amour aussi. Et de fait, on a pris les précautions pour ne pas stériliser les sondes spatiales, les nettoyer. C'est quelque chose qui est fait systématiquement, quels que soient les objets visités. Alors, en fonction de la nature de l'objet, en fonction des risques qui sont associés, on décontamine plus ou moins la sonde, avec des seuils de contamination très très bas. C'est plus propre que dans un bloc chirurgical. D'accord. C'est un protocole international? Pardon. Oui, ce sont des normes qui sont fixées par un comité de protection planétaire qui a donné des recommandations qui sont appliquées maintenant avec un certain nombre de sports par mètre carré. Et donc, par exemple, sur une sonde spatiale qui va sur Mars, vous ne devez pas avoir plus de 3000 spores sur l'ensemble de la sonde, ce qui est très peu. Quand vous voyez ce qu'il y a sur une surface d'une table, je veux dire, 3000 spores, c'est à peu près ce qu'il y aurait sur un mètre carré d'une table de cuisine chez nous, je veux dire, voilà. Wow. Et donc là, on a des sondes très très importantes, donc on met très très peu de charge. Et inversement, quand on ramène des échantillons, on évite aussi de ramener des échantillons potentiellement contaminés sur Terre ou de les mettre en contact avec la biosphère terrestre. Parce que du coup, donc ça, c'est considéré que ces spores ou ces formes de vie pourraient survivre au trajet, donc dans l'espace, dans le vide, etc. Oui, en règle générale, je dirais la probabilité de survie, si vous embarquez une spore dans une sonde spatiale, la probabilité de survie est égale à 1. Pour tout simplement la bonne raison que la sonde, on veut la maintenir dans des conditions, souvent les instruments ne tolèrent pas, on est obligé de maintenir des conditions
thermiques, voire éventuellement des conditions de pression à l'intérieur du vaisseau, et donc en fait, ou de la sonde. Et de fait, si vous avez emprisonné par mégarde des objets, des corps biologiques à l'intérieur, ils ont toutes les chances d'arriver en bon état et bien conservés, n'ayant ni eu trop froid ni trop chaud, à destination. Donc le problème est d'en envoyer le minimum possible, donc de nettoyer et de nettoyer. Alors Viking, à l'époque, les instruments étaient un peu rustiques, donc ils ont pu cuire, on a mis ça au four pendant de nombreux jours à température pour cuire tout ce qu'il y avait dessus et être sûr à peu près que la sonde était bien stérilisée. Aujourd'hui, vu la sensibilité des instruments, les électroniques qu'on embarque, on est obligé de faire des nettoyages beaucoup plus minutieux et plus précis, en changeant les modes de nettoyage en fonction du composant qu'on nettoie, une lentille, etc., d'un appareil, de l'électronique. Donc, on est obligé de veiller à ce bon nettoyage. Mais si vous l'enfermez à l'intérieur, vu les conditions avec lesquelles les précautions que l'on prend au niveau du maintien en bon état d'une sonde pendant son voyage spatial, pour affronter les différences de température, les contraintes du vide spatial, la survie est possible. Vous garantissez la survie, oui. Okay. Donc effectivement, le problème est si ça rentre en contact avec la planète à l'arrivée, ou inversement, si ça revient sur Terre. Ouais. Et si on revient justement sur Terre, dans des conditions contrôlées de laboratoire, est-ce qu'on peut reproduire les conditions retrouvées sur les exoplanètes pour tester la possibilité d'une vie? Alors oui, il y a des expériences en laboratoire qui sont faites. Alors je dirais, il y a plusieurs types d'expériences pour être. Donc vous avez des expériences en laboratoire où dans des réacteurs on recrée des conditions d'atmosphère, ce qui permet de modéliser aussi des atmosphères d'exoplanètes. Bon savoir. On peut recréer des conditions d'irradiation aussi. Donc on simule les spectres des étoiles, je veux dire. Qui sont au voisinage des planètes, pour voir comment les molécules organiques réagissent à ce type de rayonnement. Voilà. Et donc, ce qui permet de dire... Et puis, on fait aussi des manips. On a des manips d'exposition sur l'ISS, sur la Station spatiale internationale, où on expose à la fois des molécules, mais aussi des bactéries qu'il faut emprisonner dans des cristaux de sel, par exemple, pour regarder l'effet des radiations sur ce type d'organisme qui serait exposé à l'extérieur un vaisseau spatial. On recrée en fait des conditions de surface planétaire, je veux dire, en absence d'atmosphère, par exemple. Okay. Donc ça, oui, on peut simuler. Alors, c'est des expériences, et puis après, bien entendu, il faut connaître parfaitement l'environnement de la planète pour effectivement simuler les conditions. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'études pour simplement comprendre les mécanismes, comprendre le fonctionnement d'une atmosphère exoplanétaire, etc., qui nécessitent des expériences en laboratoire pour consolider certains modèles calculés théoriquement. Voilà. On ne va pas exposer quand même plus gros que les bactéries? C'est-à-dire... on expose déjà les astronautes. Oui, c'est vrai. On expose déjà les astronautes. Voilà, les astronautes sont soumis ont des expositions à des radiations. Alors, ils sont encore bien protégés parce qu'ils sont sous la magnétosphère, c'est-à-dire sous ces enveloppes magnétiques qui dévient les particules un petit peu nocives qui proviennent de notre Soleil, qui nous donnent ces belles aurores boréales, je veux dire, qu'on peut voir. Voilà, parce qu'elles sont déviées par la magnétosphère, mais donc ils sont en dessous, ils sont à 400 km à peu près. Donc les magnétosphères, c'est jusqu'à 20 000 km. Mais si vous allez au-delà dans un voyage Terre-Lune, ça a d'ailleurs été les premières mesures qu'ont refait les États-Unis, la NASA sur les vols Artemis 1, de remesurer les taux de radiation auxquels seraient exposés les astronautes pendant un voyage Terre-Lune. C'est quelque chose qui, dans les missions Apollo, avait été pas forcément regardé en détail. Et aujourd'hui, on fait plus attention. Et donc, effectivement, il y a des doses de radiation qui sont relativement importantes, je veux dire. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on limite les séjours des astronautes dans l'espace. Ouais. Bien sûr. Oui, Thomas Pesquet, qui a été mentionné pendant le micro-trottoir, a droit à un certain nombre de tickets. Et au-delà, on n'acceptera plus le risque. Ouais, okay. Vous avez évoqué le retour du coup de tubes, enfin vous en avez parlé précédemment, et donc là on sait qu'il y a un retour de 30 tubes de 15 grammes de prélèvement depuis Mars qui doit revenir d'ici 2025 ou 2030, ouais. 2030, voilà, c'est ce qui me semblait. Entre 2030 et 2040 maintenant. Mais... Et du coup, comment concilie-t-on exploration de l'exobiologie et coût énergétique pollution ?
Oui, alors c'est toujours une question qu'on pose un petit peu parce que c'est vrai que c'est vrai qu'on va ramener, voilà, on va avoir envoyé je vais dire grosso modo, un rover d'environ 1 tonne sur Mars qui a été envoyé. On va envoyer ensuite une autre plateforme d'environ 1 tonne pour récupérer les échantillons qu'a collecté ce rover, donc plus d'1 tonne. On va redécoller de Mars, mettre en orbite un petit ballon de basket. On va avoir envoyé, l'Europe va envoyer un orbiteur de 6 tonnes autour de Mars pour récupérer ce petit ballon de basket, pour ramener in fine sur Terre, effectivement, comme vous l'avez dit, une trentaine de tubes contenant au maximum, je dis bien 15 grammes d'échantillons. Et ça fait Donc cher du gramme au total, on aurait entre 250 et 300 grammes de manière nominale à peu près. Donc voilà, donc effectivement, quand vous voyez la masse envoyée, et les fusées qu'il faut, il faudra 3 lancements, 3 lancements de fusées pour ramener, in fine, 250 grammes. Il y a un coût énergétique. Bon, maintenant, c'est sûr que c'est la science, et c'est pour la connaissance. Donc, on sait en revanche, depuis les échantillons Apollo qui ont été ramenés dans les années 70 de la Lune, qu'on fait énormément de travail à partir des échantillons. Ils sont toujours étudiés actuellement. Il y a d'ailleurs des échantillons qui n'ont toujours pas été ouverts, et qui sont toujours et qui seront en étude pour les prochaines années. Donc, on alimentera avec ces 30 tubes et ces quelques centaines de grammes d'échantillons, on va alimenter la science pendant de nombreuses années, voire des décennies. Et puis, on va pouvoir avoir des instruments les plus sophistiqués sur Terre, chose qu'on ne peut pas avoir sur Mars. On est limité en poids, on est limité en énergie, et donc les instruments qu'on envoie, ils sont certes miniaturisés, mais ils perdent en performance. Oui. Donc, on n'a pas la précision, et à peu près, on est 1000 fois moins sensible que ce qu'on pourrait avoir sur Terre. Donc, même s'ils ne voient rien in situ en termes de traces de vie, ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y en a pas à l'intérieur, et on en aura le cœur net quand on ramènera les échantillons. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est toujours une question on se dit pourquoi dépenser tant, ou mettre tant d'énergie pour ramener quelques grammes. Voilà. Après, c'est pour la science, ça ne fait pas de mal, comme quelqu'un dans le public avait répondu en disant on pourrait utiliser l'argent et l'énergie ailleurs. Oui, ça ne fait pas de mal. Donc voilà. Mais d'un point de vue plus global, comme vous participez en collaboration à des missions à l'international, est-ce que vous voyez quand même un éveil des consciences ? Est-ce qu'il commence à y avoir un petit peu plus de conscience environnementale, par exemple, des modifications qui sont liées à ça Est-ce que vous le voyez un peu ? Vous voyez des changements ? Alors, les considérations environnementales, bizarrement, je vous l'ai dit avec la protection planétaire, elles ont été prises très très tôt. Donc, le fait de ne pas contaminer l'astre qu'on visite et de ne pas contaminer en retour la Terre, ça, c'était quelque chose de déterminant et qui est toujours aujourd'hui une des règles de conduite sur les missions spatiales. Le fait de ne pas exploiter non plus l'espace, des fins commerciales, des ressources spatiales, c'est quelque chose qui avait été mis directement dans les traités de l'espace, et aussi notamment dans un traité sur la Lune, que la France, par exemple, a signé. Ce qui n'est pas le cas des États-Unis, par exemple, alors que ça a été vu de concert. Donc, je dirais, la prise de conscience, la France est aussi, je le dis parce qu'on peut être fier, on a une loi d'opération spatiale et qui est très en avance sur beaucoup d'autres pays, où on réglemente les lancements de fusées, les désordres que peuvent entraîner ces lancements sur l'environnement, dans le voisinage du site de lancement, sur la désorbitation des choses qu'on lance et pas de manière qu'elles retombent de manière incontrôlée sur Terre, mais de manière contrôlée, et que ça ne reste pas des débris dans l'espace. Tout ça, c'est réglementé, et la France est plutôt assez contraignante du point de vue de ces exigences réglementaires pour les lancements spatiaux. Donc la prise de conscience existe, elle est dans le passé, elle était là. Aujourd'hui, il y a malheureusement des volontés. Je dirais, c'est plutôt le phénomène inverse, il y a des volontés d'ouvrir au privé, d'exploiter l'espace d'une manière plus intensive que dans le passé, et de vouloir d'essayer de contourner un peu les contrôles, je le dis très clairement. Et donc oui, la prise de conscience existait dès le départ, je pense.
Simplement, aujourd'hui, elle prend une autre tournure et sur lequel il va falloir être vigilant, bien entendu. Peut-être pour finir sur une note un peu plus positive, on sait aussi que ces recherches, peut-être, elles permettent d'évaluer un petit peu les changements en termes de climat, par exemple. Ah oui, tout à fait. En fait, alors à la fois, au CNES, je vous l'ai dit au départ, on a deux secteurs scientifiques dans l'observation de la Terre et dans les sciences de l'univers. Alors, l'observation de la Terre, vous les connaissez, c'est tous ces satellites qui regardent la hauteur des océans, qui mesurent la fonte des glaces, qui regardent demain les changements au niveau des couverts végétaux. Voilà, donc on a une meilleure appréciation aujourd'hui de ce que sont les évolutions de notre planète, et surtout, je dirais, en lien avec des mesures au sol. Ça permet de changer d'échelle, et d'avoir une vision, des modèles beaucoup plus robustes sur les prévisions. Donc ça, c'est dans l'observation de la Terre. Ça permet aussi à l'homme, quand on a des cellules, alors moi je ne peux pas en parler, mais j'ai des collègues qui travaillent, il y a des cellules d'urgence où dès qu'il y a un séisme ou dès qu'il y a une catastrophe comme ce qui s'est produit là à Mayotte, les satellites se braquent immédiatement. Il y a des procédures d'urgence internationales pour braquer tous les satellites sur la zone qui a été sinistrée, de manière à guider les secours et très vite aussi avoir une idée de la reconstruction derrière, ou des zones qui sont difficiles d'accès, par exemple, sur lesquelles qui sont coupées, chose qu'on ne voit pas à partir du sol, ou très difficilement. Donc tout ça peut être fait sur des séismes, sur des éruptions volcaniques, sur des tremblements de terre, séismes, éruptions volcaniques, ou typhons ou ouragans, comme malheureusement on le voit actuellement. Donc ça, c'est un point important. Et puis la compréhension des autres planètes nous aide à voir notre planète telle qu'elle était dans le passé, et à comprendre aussi quels sont les mécanismes de régulation du fonctionnement du système terrestre, qui est encore qui est sur des échelles de temps qui sont inaccessibles à l'homme. En fait, Je veux dire, le million d'années, ça parle à un géologue. Moi, je suis de formation géologue. Mais bon, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Qu'est-ce que peut faire un système biologique, ou qu'est-ce que peut faire la nature en 1 million d'années en termes d'écosystèmes? C'est des choses qui sont très difficiles à imaginer. Donc, c'est pas vécu. Donc, il nous reste des traces de ce que la Terre a bien voulu nous laisser. Donc ça aide véritablement, cette science aide véritablement à comprendre ce qu'était notre planète et ce qu'elle peut devenir éventuellement. Parce que on voit des effets de serre autour de nous. Il suffit de regarder Vénus. Ça devient un environnement terrible avec beaucoup trop de CO2 dans l'atmosphère. Et puis on voit Mars qui devient une planète désertique perdant son atmosphère. Donc on est sur un équilibre qui a besoin d'être préservé. Et donc ça, c'est aidant. Puis les exoplanètes vont peut-être nous montrer aussi d'autres visages de planètes habitables, je veux dire, autre que le visage de la Terre qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc, voilà. Mais bon, la Terre est habitable depuis plus de 3,8 milliards d'années. Donc voilà, c'est pas habitable que pour l'homme. Donc, voilà. Moi, je suis résolument optimiste pour la vie sur Terre. Le devenir de l'homme, ça, c'est autre chose. Bon, eh bien, je crois qu'on restera sur ces derniers mots, préserver l'équilibre à la fois sur notre planète et dans l'univers, et également être résolument optimiste pour l'avenir de notre planète. Nous, ça nous va bien, je crois. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Mistin. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Et on passe à la deuxième pause musicale, Elton John, Rocketman. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out his fuse out of every home.
find a place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them if you did. And all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man that think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out its fuse out here alone. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man that think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out its fuse out here alone. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Vous reprendrez bien un peu de science ? Allez, on passe au projet de la Fondation Magnéto, Damien. Les projets de la Fondation. Entre 2020 et 2022, nous avons soutenu un projet qui s'appelle Ecomagnéto sur la magnétite afin de traiter et dépolluer les eaux usées. Ce projet vise aussi à évaluer la toxicité du procédé de dépollution. Mais c'est quoi la magnétite, Damien ? Alors rien à voir avec les X-Men. La magnétite, c'est un composé produit à partir de déchets ferreux issus de l'industrie sidérurgique. On dit donc que c'est un complexe ferreux et aussi un oxyde de fer. Cette magnétite, sous forme de poudre, peut être utilisée pour traiter les eaux usées et contribuer à leur dépollution grâce à un procédé d'oxydation. Donc là, tu es en train de nous dire que la magnétite, finalement, c'est un déchet ferreux et c'est pas toxique. Alors c'est là que ça se corse un petit peu. Donc pour être sûr de pouvoir l'utiliser dans le traitement des eaux, il ne faut pas que ça soit évidemment toxique. Donc si la solution proposée elle est plus toxique que les contaminants, ça ne sert pas à grand-chose. Donc en effet, les hypothèses, c'est que la magnétite pourrait, compte tenu de sa composition, relarguer soit des métaux autres que le fer dans les effluents traités, comme l'aluminium, le cuivre, le chrome ou encore le cobalt. Et en plus, les particules et les nanoparticules de magnétite susceptibles de persister dans les effluents traités pourraient également générer de l'écotoxicité, c'est-à-dire de la toxicité sur les organismes aquatiques. Et enfin, pour finir, cerise sur le gâteau, les procédés d'oxydation pourraient aussi générer des sous-produits. Ça fait quand même pas mal de bonnes raisons de vouloir tester la toxicité de cette magnétite. Alors, dans ce projet, les chercheurs ont choisi plusieurs tests pour évaluer l'écotoxicité des eaux usées traitées avec ce procédé en conditions contrôlées de laboratoire. Tout d'abord, un test sur des petits crustacés d'eau douce pour estimer la toxicité aiguë. Bon, en fait, c'est de la mortalité. Et un autre test, ou bioessai, pour rendre compte de la toxicité sur le génome ou l'endommagement de l'ADN, c'est-à-dire la génotoxicité. Alors, dans un deuxième temps, ils ont aussi évalué la capacité, l'efficacité de la magnétite et du procédé d'oxydation à diminuer la pollution.
Et pour cela, les chercheurs ont ajouté à l'eau un perturbateur endocrinien, l'œstrone, donc c'est un œstrogène mimétique. Et grâce à un test qui permet de mesurer le potentiel œstrogénique d'un échantillon, ils vont voir si la magnétite permet de diminuer ou pas le potentiel perturbateur endocrinien de cet œstrone. Alors, en ce qui concerne les résultats de cette étude qui a duré 2 ans, les chercheurs montrent que pour la magnétite et le procédé d'oxydation, il n'y a pas de toxicité et donc pas d'endommagement de l'ADN. Par contre, au niveau de la toxicité aiguë, elle est observée chez les petits crustacés d'eau douce et cela pourrait être lié au relargage de cuivre dans l'eau. Pour ce qui est de l'activité perturbateur endocrinienne et donc tester l'efficacité de la magnétite et du procédé d'oxydation, les traitements diminuent de manière significative le potentiel œstrogénique des eaux contaminées en œstrone, c'est-à-dire entre 70 et 95%. Donc en conclusion, la magnétite seule dans l'eau n'a pas montré de toxicité aiguë ni de génotoxicité. Si la magnétite est activée donc, par un processus d'oxydation avec un certain type de procédé, c'est le procédé Photo-Fenton, il est observé une toxicité aiguë, probablement due au relargage du cuivre. Enfin, l'efficacité du procédé varie entre 70 et 95% en fonction du procédé d'oxydation utilisé. Donc c'est efficace pour éliminer les contaminants, mais ça peut avoir une toxicité aiguë chez certains organismes. Comme quoi, tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. Merci beaucoup, Damien. On passe au cabinet des curiosités. Le cabinet des curiosités. Pour commencer cette nouvelle année avec élégance, je vous ai dégoté une petite curiosité très sympathique. Saviez-vous qu'aller aux toilettes peut vous coûter la vie ? Enfin, ça, c'est si vous êtes un paresseux. Et je ne vous parle pas de quelqu'un qui évite l'effort, mais de cet animal plutôt mignon, mais très lent. Vous voyez ? Les paresseux ne sont pas juste paresseux, en fait. S'ils bougent peu et s'économisent en passant la plupart de leur journée accrochés là, simplement à regarder dans le vide, c'est du fait de la sélection naturelle. C'est ce qui leur permet de survivre. En fait, les paresseux se nourrissent quasiment exclusivement de feuilles. Mais les feuilles, c'est pas particulièrement nourrissant, alors ils ont dû s'adapter pour réduire drastiquement leur consommation d'énergie et sont devenus, disons, contemplatifs. De fait, là où d'autres animaux ont développé des dents, des griffes ou des techniques de fuite rapides, le paresseux, lui, a tout misé sur l'art de la furtivité. En se camouflant et en se déplaçant lentement, il passe presque inaperçu dans la forêt. Mais bref, revenons à notre sujet qui était risquer sa vie pour aller aux toilettes. Vous l'avez compris, le paresseux bouge peu. Et malgré tout, 1 fois par semaine, il se traîne jusqu'en bas de son arbre pour déféquer. Ce comportement a été reporté pour la première fois en 1848, et depuis, c'est source de moquerie de la part des humains. Sauf que pour les paresseux, ce n'est pas sujet à blaguer, puisque la moitié de leur mortalité est liée à ce comportement. Autant en haut, il est perché, si je puis dire, autant en bas, on a toute une tripotée de prédateurs qui n'attendent qu'une proie facile comme lui, osselot, puma, jaguar, autant de bestioles bien rapides et aux crocs bien aiguisés. Bref, une simple visite aux toilettes prend en fait des allures de mission suicide dans ces conditions. Mais pourquoi continuer à venir déféquer au sol quand, de 1, on fait tout le reste d'en haut, de 2, ça coûte extrêmement cher en énergie, sachant que le reste du temps, on fait tout pour s'économiser, et de 3, c'est hyper dangereux. Alors, c'est encore une question en suspens, mais vous vous dites bien que les scientifiques ont émis des hypothèses, parce que quand même, s'ils le font encore, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Une hypothèse est qu'il existerait une relation de mutualisme entre le paresseux et une mythe. Alors, une interaction de mutualisme, c'est une interaction où les deux espèces impliquées tirent du bénéfice. Donc les paresseux, en plus d'être paresseux, sont un peu crado. Ils accueillent dans leur poil des mythes qui pondent spécifiquement dans les fesses de paresseux. Et donc, quoi de plus pratique pour trouver le nid parfait pour ces bébés que de vivre directement dans la fourrure de celui qui va le produire, ce nid. Mais le paresseux, lui, comment profite-t-il de cette relation ? Certains chercheurs ont avancé l'idée que les mythes favoriseraient le développement d'algues dans la fourrure du paresseux, quand je vous disais qu'ils sont dégueux. Et ces algues, donc, pourraient apporter des nutriments manquants aux paresseux qui les absorberaient en se léchant. Sauf que, apparemment, un paresseux qui se lèche la fourrure, ça n'a jamais été vu. Bref, partant du même constat, c'est-à-dire qu'une alimentation exclusivement composée de feuilles entraîne des carences en micronutriments, une autre hypothèse suggère que les paresseux trouveraient les nutriments manquants en mangeant du sol. En effet, il a été montré pour d'autres espèces se nourrissant exclusivement de feuilles que l'ingestion de sol, qu'on appelle géophagie, permet un apport supplémentaire en minéraux et joue le rôle de catalyseur pour casser les tanins des feuilles. En marchant par terre, les grandes griffes des paresseux finissent pleines de sol, puisqu'ils sont encore moins agiles sur terre que dans les arbres. En se léchant les griffes une fois remontés à l'abri de la canopée, ils absorberaient ce sol qui peut être considéré comme l'équivalent d'un complément alimentaire. Malheureusement, aucune étude sérieuse n'a testé ces hypothèses, donc en attendant, le pourquoi les paresseux font ça reste un grand mystère.
Mon hypothèse, c'est que peut-être qu'à force de rester là sans rien faire pendant des jours, ils cherchent un petit peu d'aventure histoire de pimenter leur vie de paresse. Mais ça n'a pas été testé. Vous reprendrez bien un peu de science ? Eh bien, merci beaucoup Marie-Cécile. D'autres hypothèses dans la salle ? Non, mais ça demande encore beaucoup de travail quand même tout ça. Hein. Tout à fait. Eh bien, on passe maintenant aux actualités de la Fondation. Et on démarre par nos projets de recherche. Et oui, donc en cette fin d'année 2024, et donc là on est en début d'année 2025, on a sélectionné des projets qui vont être soutenus par la Fondation. Et ils sont au nombre de 3. Donc la thématique de cette année, c'était les solutions pour un accès à une eau de bonne qualité dans un contexte de changement climatique. Donc avec notre conseil scientifique, on a sélectionné 3 projets. Un premier sur une nouvelle méthode pour désaliniser l'eau de mer, donc très prometteur. Un second projet sur la biodégradation des polluants dans les eaux par les micro-organismes. Ça offre donc une solution pour dépolluer les eaux de contaminants organiques. Et enfin, un projet sur l'influence de différentes espèces d'arbres de la forêt ripisylve, donc la forêt qui est à proximité directe de l'eau, sur la qualité de l'eau des rivières. Et bien sûr, on a toujours nos conférences grand public qui reprennent cette année aussi. Donc notre prochaine conférence se déroulera le 22 janvier à la médiathèque Latour-Maubourg. Nous recevrons Jean-Baptiste Fini qui nous parlera de l'impact des perturbateurs endocriniens et des plastiques sur la santé et l'environnement. Mais juste avant, nous vous invitons avec grand plaisir à partager la galette des rois avec toute l'équipe de la Fondation. Et bien sûr, vous pouvez vous inscrire sur notre site. Merci beaucoup Damien, merci beaucoup Louise. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette émission SNIF, l'exploration spatiale. Merci encore à Christian Mustin d'avoir été avec nous sur ce sujet. Apparemment, pour l'instant, pas encore de traces de vie ailleurs que sur notre planète, mais... Ça va venir. On espère, on espère. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci à ceux qui sont avec moi autour de la table. Merci et à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Oh, regardez! C'est pas la Fondation EVRTA ? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.